Les podcasts du Figaro. Stéphane Vimet, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, un modèle de voiture qui vous rappelle votre enfance, votre Madeleine de Proust automobile, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Écoutez, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une Diane 6 orange. C'était ma mère qui conduisait cette auto et j'ai un souvenir très fort étant jeune à l'arrière de cette voiture-là. Donc c'est effectivement un peu ma Madeleine de Proust. Avec de la couleur en plus, couleur. Ah oui, les couleurs 70s qui allaient très très bien à ce genre d'auto à l'époque. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, j'espère, Stéphane Vimet, DG du Méhari de Chevaux Club de Cassis depuis 2013 après une belle carrière dans cet univers de l'automobile, justement chez Renault notamment. Est-ce que c'est une passion d'enfant, Stéphane Vimet? Est-ce que c'est un rêve de travailler là-dedans? Est-ce que c'était obligé finalement? C'était la carrière promise pour vous des tout petits? Oui, bonjour Quentin. Oui, tout à fait. En fait, je suis un passionné d'auto depuis que je suis gamin. Je feuilletais les magazines, j'apprenais par cœur les caractéristiques des voitures. Je fatiguais mes parents en croisant chaque auto, en leur décrivant les caractéristiques techniques de la voiture. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'automobile et en fait, finalement, avoir une passion, c'est une grande chance parce que dès que j'ai eu à faire des choix, il était assez simple. Je voulais travailler dans l'automobile, donc je n'ai fait que ça. Vous n'avez fait que ça, et donc je rebondis sur Méhari de chevaux, mais il y a aussi Diane, je crois, oui, tout à fait. Comment est-ce que le Méhari Club, pour résumer, s'est retrouvé sur votre chemin? À quel moment est-ce que vos regards se sont croisés, si je puis dire? Écoutez, le fil de nos vies finalement se sont croisés à plusieurs reprises parce que étudiant, j'arpentais les couloirs du salon Rétromobile et les dirigeants de l'époque du Méhari Club étaient sur place et donc j'allais sur le stand. Et puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion d'acheter une 2 chevaux. Donc j'étais moi-même client de l'entreprise. Et puis c'est en 2012 où j'ai appris par celui qui est aujourd'hui mon associé, que l'entreprise était à céder et donc opération qui se conclut en 2013. 2013, donc avant 2013 et maintenant et depuis 2013, comment est-ce que ce club, parce que cette entreprise, finalement 70 collaborateurs, qu'est-ce qui évolue? Vous avez donc 70 collaborateurs, de la vente au détail, des pièces de ces voitures de collection, etc. Qu'est-ce qui change année après année? C'est une aventure assez incroyable parce qu'en fait, ça part du centre du village de Cassis. Ce sont les enfants de l'agent Citroën de l'époque qui constatent que la Méhari, c'est une voiture beaucoup plus fun que ce qu'on constate et qui décident de les repeindre, de les personnaliser et qui se crée finalement une notoriété d'abord locale, puis régionale, puis nationale. Et donc, les gens leur amènent les voitures en entretien, leur demandent des pièces détachées. Donc, assez rapidement, ils développent un commerce de pièces détachées. Comme ils sont membres du réseau Citroën, c'est très simple, ils commandent les pièces à Citroën et ils les livrent à leurs clients. Ils démarrent par une activité d'abord en comptoir et puis après par correspondance. En VPC à l'époque, c'est la grande ère de la Redoute des Trois Suisses. Donc il y a une édition d'un catalogue. Et donc l'entreprise se développe sur cette activité de la pièce détachée et quelques années plus tard, ils reçoivent un premier courrier de Citroën qui leur annonce que certaines références ne sont plus fabriquées puisqu'un constructeur automobile, au bout d'un moment, arrête de fabriquer les pièces détachées. Et donc là, il y a un tournant important pour l'entreprise puisque sur du culot, sur de l'audace, sur des rencontres au hasard des salons, ils contactent un des dirigeants de Citroën, ils expliquent leur situation en disant qu'ils avaient créé une entreprise sur cette activité de pièces détachées et la marque, chose exceptionnelle, accepte de transmettre son outillage, ses outils de fabrication à une PME du sud de la France. Et ça, c'est inédit, cette situation, c'est assez unique, ça arrive très rarement. Ça arrive. Alors à ma connaissance, ça n'est quasiment plus arrivé parce que traditionnellement les constructeurs spécialistes conservent soit eux-mêmes leurs outils, soit quand on a un constructeur généraliste comme Citroën, comme Renault, il y a une très grande diversité de modèles et on ne peut pas tout stocker. Pour vous donner un exemple, l'outillage pour fabriquer le capot d'une 2 chevaux, c'est 5 outils de 20 tonnes. Donc vous imaginez, au fil des années, c'est des milliers de tonnes d'outillage qu'il faudrait conserver, c'est impossible. Donc on a eu une chance extraordinaire que, aux côtés du constructeur, quelqu'un accepte de ne pas suivre la règle établie et se dise tiens, pour la 2 chevaux, qui est une voiture exceptionnelle, je vais faire une exception.
Ouais. Stéphane Vimet, on va quitter le garage pour aller sur la route, si je puis dire. Vous parlez de la Méhari et de Cassis. Aujourd'hui, la Méhari, c'est super tendance, enfin, et pas que à Cassis, je veux dire en Bretagne, l'île de Ré, enfin, dans des tas de régions françaises, notamment des lieux de vacances, ce sont des voitures à la mode. Et donc, je voulais un peu vous challenger sur la notion de vintage des voitures de collection. Au gré des tendances sociales, des modes, de la sociologie, comment elle évolue cette définition du vintage et particulièrement de ce modèle de légende? Alors, sur la Méhari, il y a deux choses qui cohabitent finalement. Il y a cette voiture de plage où finalement, dans la production automobile mondiale, il n'y a pas eu beaucoup d'équivalents. La Méhari a été produite à 145 000 exemplaires et finalement, vous n'avez pas beaucoup d'exemples dans la production automobile d'une voiture vraiment typée plage qui ait eu un tel succès commercial. Donc ça, c'est la première chose. Donc à la base, c'est une voiture qui a connu en son temps un succès commercial. Et puis la deuxième chose, c'est ce que vous évoquiez, c'est le vintage. On le voit aujourd'hui dans la mode, dans la décoration, dans les meubles. C'est une tendance. On vit des années compliquées, c'est un euphémisme. Et évidemment, le réflexe naturel, c'est de se tourner vers le passé. Ça marchait mieux avant, c'était les jours heureux. Et donc, tout ça motive cette tendance du vintage qui porte beaucoup la voiture ancienne. Et ce que vous évoquiez, le concept de la Madeleine de Proust, j'étais adolescent, il y avait une voiture qui me fait rêver. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai un petit pécule, j'ai envie de me faire plaisir, une voiture pour aller prendre un café le week-end ou aller chercher le pain. Quelle est la voiture qui m'a fait rêver étant jeune? Et ben beaucoup de gens ont un souvenir dans une Méhari ou dans une 2 chevaux, mais moi je vois nos clients, c'est la voiture de leur grand-père qui les emmenait aller faire les courses et tout. Donc ils ont tous un souvenir personnel avec l'auto et c'est devenu une voiture symbole des vacances et du, on va dire maintenant, lifestyle bord de mer. Et donc un symbole du monde d'avant qu'on retranscrit dans le monde de maintenant pour se soulager, pour se faire du bien. C'est ça que vous disiez. C'est exactement ça. C'est de la nostalgie pure et simple, mais avec dans les codes de l'époque, quoi. On a beaucoup de nos clients, ils se disent mais quand je suis au volant de ma Méhari, j'oublie tout, je regarde autour de moi, je n'ai que des sourires sur le visage des gens autour, donc quelque part il y a une espèce de bulle de bonheur sur 4 roues, et c'est un petit peu ça que les gens recherchent quand ils roulent en Méhari. Ouais, ce qui vous anime aussi, Stéphane Vimet, c'est le rétrofit, donc très clairement l'électrisation des modèles d'antan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette technologie et est-ce que c'est quelque chose de fiable? Est-ce que c'est quelque chose qui attire les clients? Alors, c'est très attractif et en fait, pour être très clair, c'est la conversion d'un véhicule thermique en électrique. Donc nous, on l'applique aux véhicules vintage parce que effectivement, on a des clients, les enfants, petits-enfants de nos clients actuels, ils sont toujours très sensibles à la ligne des voitures anciennes, mais ils se posent la question finalement un moteur thermique, c'est polluant, ces choses-là, et donc du coup, ils sont très attirés par la conversion électrique et puis en plus, ils associent l'électrique à la simplicité d'utilisation, au faible coût d'entretien. Donc, c'est autant de points forts qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande autour de la conversion électrique. Après, cette technique du rétrofit, elle s'adapte à tous les véhicules anciens, donc tous les véhicules de plus de 5 ans. Ouais. Donc, ça peut être des utilitaires. Donc, c'est une vraie solution de décarbonation du parc, puisque c'est un sujet d'actualité. Et donc, c'est un sujet que nous portons à notre manière. Mais donc, il y a un intérêt très grand de la part des clients. Par contre, il y a une difficulté actuelle, c'est l'effet d'offre. C'est quelque chose qui est né finalement de l'arrêté de mars 2020, donc en plein Covid. Et toutes les entreprises de start-up qui ont bien compris toute l'utilité de développer ces technologies ont perdu 18 à 24 mois finalement dans leur levée de fonds à cause de la situation sanitaire qu'on a traversée. Ouais. Je reviens, on a parlé des utilitaires, effectivement, des tendances RSE, de l'environnement, du climat, etc. C'est une chose, mais je reviens sur la notion de vintage, faire rimer mythique et électrique, c'est-à-dire le vintage sans bruit. Est-ce que c'est toujours du vintage, quoi? Parce que c'est toujours la même voiture, mais sans le bruit. Et le bruit, je pense, ça fait partie de façon intrinsèque, viscérale d'une vieille voiture. Tout à fait. Les premières fois, on est arrivé avec cette idée. J'avais vraiment peur qu'on prenne des tomates. Et finalement, même nos clients les plus passionnés,
il y a une vraie compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, eux sont très attachés effectivement au cylindre à plat, qui est le moteur mythique des 2 chevaux et des Méhari, parce qu'il a une sonorité très particulière. Et donc, effectivement, ils nous reprochent gentiment et que on fait perdre un peu de son âme au véhicule. Mais en fait, notre réflexion, c'est de dire est-ce qu'on veut garder des voitures qui soient entièrement conformes à ce qu'elles étaient à l'origine, mais qui malheureusement restent dans les garages, hein, soit parce qu'on leur interdit de circuler, soit parce que finalement les plus jeunes ne veulent plus rouler, ou alors on fait une espèce d'adaptation et on dit ce qui est important, c'est la ligne et tout l'esprit que ces véhicules pardon du pléonasme et quelque part on se dit on les électrifie et elles vont continuer à être sur nos routes. On aura des 2 chevaux dans Paris, on aura des Méhari à Marseille et donc c'est cette idée-là qu'on poursuit, sachant que on le fait sur des véhicules comme la 2 chevaux qui sont aujourd'hui très répandus dans le parc. Et donc ce que je dis souvent, c'est que mon objectif, c'est pas de convertir à l'électrique toutes les voitures, c'est d'avoir une option pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un choix final du possesseur de la voiture, bien entendu. Stéphane Vimet, dernière question. Est-ce qu'en France particulièrement, on est des passionnés de vieilles voitures, ou alors est-ce que c'est une tendance qu'on retrouve dans la plupart des pays similaires? Moi, j'ai un souvenir de voyage à Cuba où précisément il n'y a que des voitures vintage, mais ça c'est un cas un petit peu particulier. Mais disons des pays occidentaux, est-ce qu'on est les plus passionnés de tous, ou alors est-ce que alors c'est toujours, il y a toujours du chauvinisme qui rentre là-dedans, mais la France, c'est quand même un des berceaux de l'industrie automobile mondiale. Ouais. Donc, on a la chance de compter dans notre pays 2 constructeurs de taille mondiale qui emploient des centaines de milliers de personnes. On a la fibre automobile, elle est au plus profond des Français. Vous avez des manifestations à l'échelle nationale comme le Tour de France historique, hein, qui part de Paris et qui finit dans le sud de la France. Vous n'avez qu'à voir au bord des routes le nombre de personnes qui passent leur journée à être là pour voir passer des véhicules. Donc, la passion est intacte. Après, est-ce que nous sommes les plus passionnés? C'est un débat ouvert parce que évidemment, les Anglais, les Allemands ont évidemment dans leur gène aussi un très fort attachement à l'automobile. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je classerais fort aisément la France dans le trio de tête des pays où on a la plus forte passion automobile. Parce que chaque pays a ses constructeurs historiques, chaque pays a ses modèles, Madeleine de Proust, dont on parlait tout à l'heure, et chaque pays, évidemment, enfin beaucoup de pays, en tout cas, ont des constructeurs de génie. Merci infiniment, Stéphane Vimet, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je rappelle que vous êtes DG du Méhari 2 Chevaux Club de Cassis depuis 2013, et puis surtout un passionné d'automobile depuis Exactement. Orange de votre maman. Merci infiniment, et donc à très bientôt sur les routes de France ou ailleurs. Merci Quentin, bonne journée.